Il est le fils du prince Christophe de Grèce et de la princesse Françoise de France, elle-même sœur du comte de Paris. Il est prince lui-même. Sa vie est celle d'un homme de sang royal, une vie chahutée par des drames personnels autant que par la grande histoire qui n'a pas épargné sa famille. Aujourd'hui, écrivain spécialisé dans l'écriture de romans historiques, en rapport avec son histoire familiale, il est l'invité de VIP, premier prince à honorer de sa royale présence le fauteuil rouge. Bonjour à vous, Michel de Grèce. Honnêtement, je ne sais pas comment vous appeler. Comment dois-je vous appeler? Je suis ici un modeste écrivain qui m'appelle Michel de Grèce. D'accord, donc je vous appelle Michel alors. Oui, évidemment. Mais sinon, on vous appelle, dans votre milieu, on vous appelle prince? Il y a une variété. Il y a des, si vous voulez, c'est très compliqué. Il y a différents protocoles et même quand j'habitais l'Amérique, on m'appelait Mr. Grease, qui ça avait l'air comme si j'étais, je sais pas, le champion de Dieu sait quoi. Vraiment, je crois que c'est un peu laissé au choix du consommateur. Alors, je disais que vous aviez eu vous avez une histoire personnelle, on appelle ça un destin, je crois, quand on est dans une famille royale, forcément on n'a pas la vie de tout le monde. Cette histoire, vous l'avez racontée dans un ouvrage, Mémoire insolite, aux éditions XO, oui. Qui aide à comprendre un peu qui vous êtes. Ça s'arrête au moment où vous sortez de Sciences Po, mais oui. Voilà, on sait quel est l'enfant et l'adolescent, et même le jeune homme qui fonde l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. D'emblée, comme ça, si on parle de votre enfance, vous en diriez quoi, vous? Que c'est une enfance heureuse, une enfance solitaire? Vous savez, c'est très curieux, mais ce n'est pas une question facile à répondre. Non, je sais bien. C'est-à-dire que mon enfance a été marquée tout de même d'événements assez tristes. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Enfant, je n'ai pas de frères et sœurs. Nous avons été énormément bourlingués à cause des événements, la guerre mondiale, des guerres civiles à droite et à gauche, aussi des problèmes financiers, il faut bien dire. Donc, on pourrait croire que je dis non, c'est une enfance pas très heureuse. Finalement, je crois que ça a été une enfance heureuse parce que malgré tout, j'ai été entouré de beaucoup d'amour. Alors, vous disiez que vous avez perdu vos parents jeunes, mais pas en même temps. Mon père est mort quand j'avais 1 an et ma mère quand j'avais 14 ans. Quand vous avez 14 ans. Voilà. Mais après, j'ai été recueilli par mon oncle, le comte de Paris. Qui avait déjà sa propre tripotée d'enfants, il en avait 11, je crois. Vous savez, je suis un des rares qui ait goûté aux deux éducations, celle d'enfant unique et de famille nombreuse. Parce que du jour au lendemain, je suis passé du statut de fils chouchouté, puisqu'il n'y avait personne d'autre, à un plus dans une tribu immense et bruyante et sympathique. Et je pense qu'à la réflexion, il vaut mieux avoir plus d'un enfant. C'est-à-dire que ça, tout de même, ça vous entraîne plus à la vie quotidienne, à la réalité, que si on est un enfant unique. Enfant unique, on est un peu trop gâté. Alors, vous parliez d'amour. Évidemment, votre papa vous a aimé, mais vous aviez 1 an quand il est décédé. C'est surtout votre maman dont vous parlez. Oui, mais vous savez, ça, c'est, je dirais, presque normal qu'une mère aime son fils. Mais après sa mort, mon oncle m'en a donné beaucoup d'amour. Et surtout, ma grand-mère, qui portait le titre de duchesse de Guise, qui était la mère de ma mère, avec qui je m'entendais très bien, qui m'a vraiment entouré de cette affection. Alors, donc j'ai toujours été suivi par des gens qui avaient la gentillesse de bien m'aimer. Quand on est dans une famille telle que la vôtre, on est forcément européen parce qu'on est, on est en cousinage, je ne sais pas comment on dit, avec toutes les familles royales finalement du monde. Et vous avez tout de suite beaucoup voyagé. Vous avez vécu en Espagne, vous avez vécu au Maroc, dans des pays du soleil. Oui, oui. Heureusement. Je n'aime pas beaucoup le froid, ni les pays froids. Oui, j'ai vécu dans les pays de la Méditerranée. Mais ce côté d'avoir des cousins dans tous les pays d'Europe m'a fait aussi percevoir que... Comment vous expliquer? Très souvent, on me dit, mais qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes français? Ma mère l'était. Est-ce que vous êtes grec? Mon père l'était. Je réponds espagnol? Vraiment, espagnol, j'ai une grand-mère et j'ai habité là-bas. Je réponds toujours, je suis européen. Et c'est ces connexions avec tous les pays d'Europe qui m'a donné ce sentiment. Et je suis très fier de l'être. Et je l'ai encore plus senti quand j'ai été vivre aux États-Unis 15 ans. J'ai beaucoup aimé les États-Unis. Je me suis vraiment passé merveilleuses années, mais je me suis senti très européen et très fier de l'être. Et soudain, des États-Unis, la culture européenne paraissait comme un tout, et non pas la culture française, la culture espagnole, la culture italienne. Soudain, c'était un tout, voilà.
Alors vous dites en 4e de couverture, lorsqu'on me demande d'expliquer mes origines familiales, ma réponse est standard. Mon père était grec, ma mère française, mon grand-père danois, ma grand-mère russe et l'autre grand-mère à moitié espagnole. Oui. Chacun de ces personnages appartenant évidemment à sa propre famille royale voilà. dans le pays. On se sent quand même, malgré tout, enraciné quelque part. Vous êtes né en Italie. Je suis né en Italie, Italie. j'ai vécu au Maroc, en Espagne, à New York, en Grèce, en France. On arrive à se sentir je pense quand même, que... Écoutez, il y a différentes sortes d'enracinement. Intellectuellement, sans hésiter, je me sens français. J'ai fait toutes mes études ici. J'ai écrit en français, je publie en France, j'ai fait mon université. Mais sentimentalement, sincèrement, je me sens très grec. Et je suis très fier de l'être. Parce que, vous savez, je suis très fier parce que je le vois avec un certain recul que ma femme, qui est grecque, ne peut pas voir. C'est un tout petit pays, qui n'est pas très riche, mais qui a changé le monde, et pour le mieux. C'est-à-dire que ce que les Grecs ont amené dans l'histoire du monde, c'est plutôt sympathique, non? C'est eux qui ont amené la démocratie, entre autres. Tout à fait. Bon, les sports... Ça date un peu quand même. Oui, la pauvre démocratie a pris pas mal de coups depuis, mais les sports, le théâtre, la poésie... et ce sont des gens très hospitaliers, très vaillants, très stimulants. On est toujours pas toujours de bonne humeur, mais toujours très stimulés en vivant en Grèce. Mais c'est un pays que vous avez découvert assez tard, finalement, dans votre marché, oui, je l'ai connu quand je suis arrivé pour y vivre, j'avais 20 ans. Voilà. Et donc, mais c'est peut-être pour ça, si vous voulez, que je me suis beaucoup plus enthousiasmé. Ma femme, par exemple, je vous répète, qui a vécu toute sa vie en Grèce, ne voit pas beaucoup de choses que moi je vois, parce que c'est sa nature, c'est son pays. Elle n'a pas le recul que je peux avoir. C'est d'autant plus pour cela que je les aime. Votre femme, puisque vous en parlez, Oui. Marina est une, comme on dit, j'aime pas bien ce mot-là, mais une roturière. En tout cas, elle n'est pas... Non, elle est la fille d'un industriel grec, mais surtout, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'elle est artiste, n'est-ce pas? Elle est une artiste dont j'estime énormément et dont j'admire l'œuvre plus que tout. Je suis furieux quand elle vend ses tableaux. J'aimerais bien les garder tous. Oui, j'aimerais bien les garder tous. À la maison. Donc on n'est plus obligé, j'ai peut-être des stéréotypes dans la tête, mais vous allez pouvoir voir tout ça. On n'est pas obligé d'épouser quelqu'un de sang royal aujourd'hui. Ça s'est beaucoup fait. C'est pour ça que vous êtes tous cousins. Eh bien, vous avez raison de me poser la question, parce que de mon temps, oui. Ah, quand même. Parce que mon mariage n'a pas provoqué des drames, mais des problèmes sans fin. J'avais 23 ans quand je me suis fiancé et je ne me suis marié que lorsque j'avais 26 ans. 3 ans d'attente, de problèmes et tout. Alors, tout le monde me dit que pour me marier, tout le monde me dit « Ah, mais c'est merveilleux, vous avez renoncé à vos droits au trône. » Parce qu'à l'époque, je rappelle qu'il y avait une monarchie en Grèce quand je me suis marié. Donc, j'étais un membre de la famille royale, donc quelqu'un qui avait des droits au trône. Alors, on dit « Ah, vous avez renoncé au trône par amour. » C'est joli à dire, mais en fait, c'est pas la réalité. La réalité est beaucoup moins grandiose, parce qu'il y avait beaucoup de monde avant moi, et puis moi, ça ne m'intéressait pas, et voilà. Mais à l'époque, c'était très strict et rigoureux, cette histoire. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est fini, puisqu'il n'y a pas un seul des princes héritiers d'Europe, un seul qui ait épousé une princesse. Ça nous laisse toutes nos chances à nous qui ne sommes pas de sang royal. Mais voilà. Mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, justement, d'être prince dans la société actuelle? Comment vous le voyez, vous? Bon, il y a deux choses. Il y a d'abord, si vous voulez, les monarchies qui sont encore sur le trône, non? Il y en a pas mal en Europe. Donc ça implique un certain nombre de devoirs, d'obligations, et je peux vous dire que certains de mes cousins travaillent vraiment beaucoup. Quand je vois leur emploi du temps, vous pensez je peux vous dire... particulier? Les Espagnols surtout. Quand je vois leur emploi du temps, que j'entends discuter, je peux vous dire que les 35 heures n'existent pas là. Au contraire, c'est bon. Nous qui ne sommes plus sur nos trônes. Bon, je pense à la Grèce. Bon, tous les gens sont très gentils toujours, même les gens qui n'aiment pas la monarchie. Pourquoi? Tout le monde est très gentil. Et nous sommes des simples citoyens. Néanmoins, les gens nous regardent d'un côté un peu curieux parce que, pas pour nous, mais parce que
nous portons tout de même, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, une partie de l'histoire de ce pays sur nos épaules. Alors bon, non, c'est fini, mais les gens le sentent et nous regardent sous ce regard. Ce qui fait que je me sens un peu plus motivé pour, je sais pas, pour donner une image plutôt honorable. Investi d'une sorte de mission. Oui, non, pas du tout. Mais de bien faire mon travail, de bien de présenter une image plutôt digne et honorable. Vous pensez qu'aujourd'hui, les gens comme vous, qui n'ont plus de droit au trône, comme vous dites, ont quand même un rôle, malgré tout, dans la vie politique à jouer, chacun dans leur écoutez, pays? Il y a des pays où c'est évident. Oui. Par exemple, pensez à mon cousin de Bulgarie. Bon, c'est un ancien roi détrôné de Bulgarie. Il arrive à devenir Premier ministre de son pays. Bon, c'est tout de même un rôle important. Oui. D'autres prétendants, par exemple, je pense au Portugal. J'ai un cousin qui s'appelle Duarte, le duc de Bragance. Bon, il est parti sans rien, inconnu, sans famille, aussi, il avait perdu ses parents. Bon, maintenant, il ne va pas rétablir la monarchie, mais c'est une autorité respectée dans ce pays. C'est quelqu'un qu'on vient consulter, c'est quelqu'un qui a un rôle comme un peu de symbole. Voilà, je prends lui comme exemple, mais il y en a beaucoup. C'est un peu le rôle qu'avait votre oncle, le comte de Paris, qui était quelqu'un d'extrêmement actif sur un plan politique. Sur un plan politique. Politique, lui, et qui était un espèce de, je ne dirais pas d'équilibrateur, mais beaucoup de monde venait le consulter. Je vous dirais une phrase que j'ai entendue. Nous avons des cousins, comme dans tous les pays, en Allemagne. Bon, nous sommes allés à une fête en Allemagne, ma femme et moi, chez des cousins allemands qui régnaient autrefois. Et stupéfaction, ma femme se retrouve à dîner assise à côté du ministre socialiste de la région. Vous savez que l'Allemagne dit... Bon. Et ma femme parle allemand, ce que je ne fais pas. Et elle lui demande, mais je suis ravi que vous soyez là, mais qu'est-ce que vous faites chez les princes? Et il dit, vous savez, nous avons découvert que si ces familles sont, ces noms, sont tenus par des gens respectables, sérieux, et qui inspirent, si vous voulez, une certaine idée de solidité, d'harmonie, de tradition, eh bien nous avons jugé que c'était une sorte de stabilisateur dans l'opinion publique et que nous avons toutes les raisons de les encourager. Il est bien entendu, on ne parle pas de restauration, pas du tout, mais simplement qu'ils existent, qu'ils soient là, qu'ils fassent leur travail sympathiquement. Et je pense que c'est ça. Est-ce que tous les princes, comme vous, les princesses, ont trouvé un métier? Ils se sont donné un métier. Je crois que les 95% ont besoin de trouver un métier parce que beaucoup ont perdu toute leur fortune, leur propriété, tout. Perdu parce que? Par les événements, je veux dire. Par la guerre ou par les changements de régime, n'est-ce pas? Parce que généralement, on prend beaucoup. D'autres en ont gardé, mais doivent s'en occuper personnellement. Et beaucoup aussi, comme moi, par exemple, je serais mort d'ennui, non, si je n'avais pas un travail à faire. Alors, Et donc, j'ai la chance de pouvoir, si vous voulez, j'ai la chance d'avoir pu choisir mon métier et de ne pas avoir été forcé d'en prendre un pour trouver à tout prix du travail. Et je me sens pour cela un immense privilégié d'avoir pu choisir mon métier. Donc je le fais avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Mais il me passerait, même si je peux me passer de gagner ma vie en écrivant, même si je peux m'en passer, ce n'est pas ça qui me motive. C'est-à-dire, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de dire des choses, et si je ne le fais pas, je m'ennuie infiniment. En petite digression, juste avant de revenir à votre métier d'écrivain, vous êtes passé par Sciences Po. Oui. C'était avec une idée spécifique en tête de métier ou c'était parce que, bon... Non, à l'époque, si vous voulez, je vous répète, d'abord j'étais très jeune, j'avais 17 ans quand je suis rentré à Sciences Po. Il y avait donc cette monarchie en Grèce et je pense qu'on avait prévu une carrière pour moi, probablement dans le corps diplomatique. Donc Sciences Po se préparait à ça. Et c'est pendant la monarchie, encore en Grèce, bien avant qu'elle ne tombe, que je me suis dit, bon, tout ça c'est bien, c'est joli, mais ce n'est vraiment pas ma vocation de ça. Et j'ai envie de faire quelque chose par moi-même qui me correspond pour le faire bien. Parce que je crois que si on fait quelque chose qui ne vous plaît pas, on le fait mal.
Et donc, j'ai commencé à écrire et voilà. Et l'écriture vous est apparue comme la voie vers laquelle vous deviez tendre. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'écriture? Ah, bonne question. Je sais pas, immensément de satisfaction. Oui, ça me... si je vous répondrais de l'autre côté, je ne peux pas vous dire beaucoup très bien ce que ça m'apporte. Je peux vous dire ce qui se passe quand je n'écris pas. Je suis horriblement déprimé. Ah bon? Voilà. Oui, oui. C'est vrai? Vraiment, je suis déprimé quand je ne travaille pas. Vous êtes quelqu'un qui a un rapport très particulier à l'ennui, d'ailleurs. C'est ce que... Oui. Mais vous savez, alors ça, vous êtes gentil. Je suis ravi que vous mettiez le sujet là-dessus, parce que je suis très étonné de constater que l'ennui est une notion qui disparaît. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis petit, j'ai senti ce qui m'ennuyait ou ce qui ne m'ennuyait pas. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui réagissent comme ça. Les gens ne sentent plus l'ennui. Mais pourquoi? Il y a tellement de choses à faire, trop de propositions même? Je ne sais pas. Je crois que il y a beaucoup d'explications à ça. Je me demande si les gens encore ont le choix de dire non, ça m'ennuie, ou ça ne m'ennuie pas, ou je veux le faire. Je pense que les gens sont embringués, ne réfléchissent plus tellement. Et ça avance comme ça, la roue avance. Dans le travail et dans la vie privée. Mais c'est horrible parce que si on ne s'ennuie plus, si les enfants ne s'ennuient plus, ils ne développent pas leur imaginaire. Quand Et un c'est bien enfant ce que je s'ennuyait pense. sur son Mais tapis voilà. tout seul, Voilà. il développait son imaginaire. C'est pour ça que je m'entête à dire que je pense que la notion d'ennui est très importante, de savoir ce que c'est. C'est pour ça que je la défends. Ben, je la défends avec vous. Donc vous avez décidé de devenir écrivain. Ce livre est le dernier en date, le Raja Bourbon. Alors voilà, c'est avec une très belle couverture. Ah, merci. À chaque fois, c'est lié quand même à votre famille. Il y a un vague lien. Un vague lien, en tout cas. Là, après, c'est romancé. il est beaucoup plus tenu, ce lien. C'est-à-dire que, par le plus grand des hasards, j'ai découvert que nous avions des cousins indiens. Indiens de l'Inde. Pays improbable pour avoir des cousins. Pour avoir des cousins, et j'avais vaguement entendu une rumeur. Et puis, je suis tombé par hasard sur ces cousins, entre guillemets, en Inde, dont l'histoire est une saga, mais insensée. L'histoire vraie? Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Alors, on est remonté à travers les siècles avec eux et on arrive au XVIIe siècle où il y a un personnage qui se dit « je suis un prince de Bourbon » et qui arrive à la cour de l'Inde, qui se présente à l'empereur de l'Inde et dit « voilà, je suis un prince de Bourbon et je veux travailler dans vos armées ». Et l'empereur l'a engagé et il a eu... Toute la question a été de savoir, mais qui est celui-là? Bon, c'est bien joli qu'il s'appelle Jean de Bourbon, mais qui est-ce? Et les Indiens ne savaient pas. Donc, j'ai fait des recherches ici et je crois avoir trouvé. Et c'est une hypothèse, il y a pas mal de preuves pour l'étayer, qui est vraiment très extravagante. Et comme je dis toujours, tout ce qui est extravagant est vrai. Tout ce qui est banal n'est pas vrai, mais tout ce qui est extravagant, à mon avis, est vrai. Donc, nous avons un authentique Bourbon qui est parti en Inde, qui a fait souche et dont j'ai trouvé les descendants. Et après, à partir de ce qui est vrai... J'ai raconté toute son histoire sur lequel il y a des traces. On a trouvé pas mal de traces. Et c'est un roman d'aventure comme on n'y croit pas. D'abord, il a été... Sa naissance a été dissimulée. Puis il a été enlevé par des pirates. Puis il a été dans l'armée en Égypte. Puis en Éthiopie. Puis en Inde, où il s'est battu et où il a failli être tué je ne sais combien de fois. Et puis il a épousé une Portugaise qui avait été enlevée par les pirates et qui avait été devenue le médecin du harem de l'empereur des Indes. Et ça, c'est tout à fait vrai. Là, pour l'instant, on est dans le véridique. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça c'est tout à fait documenté. Voilà. Après, vous brodez un petit peu aussi pour combler les trous. Voilà. Ah non, mais il manque forcément des passages. C'est comme un pullover plein de trous, alors voilà. on bouche les trous, voilà, ou un gruyère. Mais je me suis permis d'inventer une ou deux détails et des aventures, mais toute la trame de l'histoire est absolument vraie. Mais c'est une histoire très curieuse, vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que j'avais trouvé. Je dois vous dire. Cette passion, on peut appeler ça comme ça, cet intérêt pour vos ancêtres, ou du moins les branches
corrélée à vous, elle remonte à loin, parce que déjà petit, vous arriviez à peu près, on vous forçait à apprendre un peu qui était qui par rapport à vous. Vous savez, ça a commencé très mal, parce que quand j'avais, je ne me rappelle pas, je crois 10 ans, Oui. ma mère m'a fait venir dans le salon parce qu'il y avait une de ses vieilles amies, une dame très chic et tout ça. Et alors, la dame a fait des frais et tout ça, et a dit « Mon petit prince, j'apprends que vous êtes très fort en histoire. Qu'est-ce que c'est Philippe Auguste ?» Et j'ai dit « C'est un arrêt de métro. » Et alors ça n'a pas du tout plu. Et voilà. Et bon, alors ça a mal commencé. Vous êtes rattrapé depuis quand même. Oui, mais vous savez, je veux dire, c'est pas l'histoire de ma famille qui m'intéresse tellement. Ce sont des aventures et des destins extravagants à l'intérieur de ma famille, comme d'ailleurs dehors. Et aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, qui est le cas dans ce livre de Le Rajah de Bourbon, c'est les recherches. C'est un mystère. On part d'un point A, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Quelle est la vérité là-dedans? Et c'est toute la recherche, le classement des indices. C'est une enquête policière, en fait. C'est ça qui est amusant. Parmi vos ancêtres célèbres, quel est votre préféré à vous? Louis-Philippe. Le roi Louis-Philippe, parce que sa vie a été... On imagine toujours le roi bourgeois avec un gros bedon et son chapeau et ses rouflaquettes. Mais ce qui est vrai, c'était la fin. Mais avant, il a eu une vie d'aventure comme on ne peut pas inventer. Il a tout connu, était partout, et a connu tous les stades. Il a été ruiné, il était pauvre, il était professeur en Suisse, il était chassé de partout. Il a fait... nous avons aussi des cousins Lapons, parce qu'il a fait un enfant à la fille d'un pasteur en Laponie. Bon, extravagant. C'est vraiment un roman d'aventure. Général révolutionnaire. Vous imaginez qu'en 1850, au milieu du 19e siècle, Louis-Philippe parlait à ses invités, il disait « Oui, n'est-ce pas, Marat me disait... » Les gens croyaient qu'il était fou. Oui, et quand Robespierre est entré dans la pièce, il était habillé de telle façon. Il a tout vu. C'est quelqu'un qui est, pour le coup, vous êtes un peu le seul dans la famille à l'admirer, non? Non, parce que les autres pas très bien vu, quand même. Les autres dans ma famille rigolent en pensant à lui. Je ne sais pas pourquoi il fait rigoler. Je pense que c'est son bedon de roi bourgeois. Par sa caricature un peu... Voilà, de Daumier, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas un peu pesant d'avoir tous ces illustres ancêtres qui vous regardent comme ça et qui mettent un peu la pression on doit se dire, il faut que je fasse quelque chose de ma vie qui soit à la hauteur de la leur. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que, si vous voulez, chacun de nous, n'est-ce pas, a un certain devoir vis-à-vis de soi-même. Ce n'est pas parce qu'il a des ancêtres ou parce qu'il n'a pas d'ancêtres, ou connus ou pas connus. Je ne me sens pas du tout forcé d'être à la hauteur de mes ancêtres. Mais je me sens obligé de faire ce que je pense que je dois faire. Vous voyez, ce n'est pas dicté par le fait Mais que... vous ne les sentez pas derrière vous, en tout cas, qui... Non, je sens... Vous qui avez un rapport très particulier aux fantômes, d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas toujours les fantômes qu'on veut. Ah, voilà. Hélas, si je n'ai pas rencontré le fantôme de Louis-Philippe, à mon chagrin, mais enfin, on n'a pas les fantômes qu'on veut. Non, je pense que les ancêtres ne sont pas... Si vous voulez, c'est un élément divertissant, voilà. Ça m'amuse de me dire, ah ben tiens, celui-là a fait ci ou l'autre, voilà. Ça m'amuse assez. Quand vous passez devant leur portrait, par voilà. exemple ou... Voilà, et de dire, ah, celui-là, je l'aime bien, celui-là, je n'aime pas. Parce que ce qui m'a mis sur la voie de l'histoire, c'est que je l'ai appris d'une façon totalement partiale, passionnelle et vous totalement... étiez plongé dedans. Mais surtout que ma famille m'en parlait. Oui. Ma grand-mère était, dont je rappelle, s'appelait la duchesse de Guise, était très partiale et avait des passions, et était très espagnole d'ailleurs pour ça. Alors elle détestait certains personnages de l'histoire, comme Louis XIV, le haïssait parce qu'il avait maltraité son frère monsieur dont nous descendons. Et c'était très passionné, violent, et c'est comme ça que ça devient amusant. Si on est très partial, si on est très juste, si on est toujours très équilibré en regardant l'histoire, ça devient très ennuyeux. Alors, c'est vrai qu'avec l'éducation, quand même, malgré tout, particulière que vous avez reçue, vous avez hérité aussi du goût des belles choses. Oui, mais... oui, mais
il est vrai que, si vous voulez, quand on vient d'une famille qui a depuis des générations a vécu dans des très belles choses, Voilà. c'est vrai qu'on est assez entraîné. Mais par exemple, il y a un phénomène que je n'ai jamais très bien analysé ou dont je n'ai jamais trouvé l'explication. C'est qu'après la guerre, ma famille française avait tout de même hérité ou avait de choses merveilleuses et ils se sont débarrassés de tout, ils ont tout vendu, ils n'avaient pas besoin d'argent. C'est comme si on se débarrassait d'un passé. Et je pense que c'est à cause de la guerre. Ils ont passé à travers tellement de choses que, voilà, c'est fini. Le matériel, ça compte pas tant que ça. Tout ça, on s'en fiche, on veut plus ça. On veut une suite dans un bon hôtel, et puis voilà. Surtout pas de portraits d'ancêtres, d'objets très beaux, tout ça. Tout ça, c'est lourd. Et vous étiez le seul à vous y intéresser. D'ailleurs, Oui. Je crois que vous avez racheté des choses que vous avez pu retrouver. Oui, oui. Quand je lis les inventaires, je dois vous dire que ça me navre un peu de voir tout ce qui est parti. Mais bon. Mais, si vous voulez, mes parents, mon père avec beaucoup de goût, ma mère aussi. Mais c'est beaucoup ma femme qui m'a introduit dans un domaine où je dois dire que je ne connaissais rien avant, qui est l'art contemporain, puisqu'elle est peintre. Et qui est un domaine qui est tout à fait passionnant, parce que c'est l'art en marche, c'est l'art en vie. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apprend, cet art contemporain Beaucoup. D'abord, à rencontrer les artistes, qui sont des personnages que je trouve merveilleux. Et avec qui, je ne sais pas, j'aime beaucoup dialoguer. J'aime beaucoup les artistes. Et puis, leur travail amène beaucoup, oui, d'une façon tout à fait différente. Tantôt apaisante, tantôt un peu agressive. Mais ça ne vous laisse pas indifférent. On n'a pas encore parlé de quelque chose qui est pourtant très présent dans votre famille, c'est on change de sujet, de la notion de religion. Ah, oui. Avec quelque chose de très particulier, c'est que petit, vous étiez très investi, à la fois justement dans le fond, la foi, et dans la forme, la religion, et ça datait pas des ancêtres, ça. Ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Alors qu'on a tendance à imaginer les familles royales très religieuses, toujours à l'église. Oui, Philippe était athée. Voilà, on ne le sait pas forcément. Et alors, il y a un détail, ça n'intéresse personne, mais je vous le dis. Vous savez que les couronnes royales sont toutes les mêmes. C'est-à-dire, il y a des arches comme ça, et puis il y a au milieu des arches un globe qui représente le globe terrestre, et au-dessus du globe, couronnant toutes les couronnes royales, la croix. La croix. Eh bien, Louis-Philippe n'a pas de croix. C'est le seul roi au monde. Si vous regardez ses couronnes, dans tout ce qu'il a fait, dans ses livres, ses porcelaines, ses maisons, il n'y a pas de croix. Et malgré tout, la famille était... Enfin, vous avez baigné dans un... Mais non, après, la famille était très religieuse. C'est-à-dire, mes parents étaient très, très religieux, oui. Je veux dire que... Je dois dire que... Comment vous dire? D'avoir été forcé un peu d'aller à la messe très souvent et très tôt le dimanche ne m'a pas beaucoup encouragé à continuer à suivre. Il y avait une contrainte, en fait. Oui. Et je l'ai senti très fort. Il y avait des rencontres passionnantes. Par exemple, mon oncle connaissait très bien le père Carré, dominicain, académicien. Et alors, parler avec lui... Une pointure, quand même. Ça, c'était vraiment tout à fait stimulant et vraiment passionnant. Et surtout qu'il savait se pencher, des petits jeunes gens sans intérêt comme moi, se dire, il s'intéressait aux gens. Ça, oui, mais d'être réveillé à 7h30 du matin, tous les dimanches, pour aller à la messe, et en plus, pour se faire gronder par le curé parce que nous arrivions en retard et parce que nous ne chantions pas assez haut, je dois vous dire que ça ne m'a pas encouragé trop à continuer à aller à la messe. Le père Carré dont vous parliez, ce dominicain qui a accepté de discuter avec vous, de vous ouvrir à une autre porte d'entrée de la religion, parce que là, on parle surtout des formes de la religion qui a rebuté beaucoup de gens, mais lui, il vous a introduit à une intériorité. Il en reste quelque chose ou pas? Parce que c'est votre oncle, le comte de Paris, qui, quand il a vu que vous décrochiez, qui s'est dit oui, vaut mieux, Michel, on va aller le mettre entre les mains du père Carré. Je crois que après, je suis passé par beaucoup de stades. Je crois qu'aujourd'hui, je suis persuadé d'avoir une foi très profonde. Je n'ai pas un intérêt immense pour les églises et les clergés. J'ai plutôt ma
foi à moi. Voilà. Et que j'essaie non seulement d'intérioriser, mais d'extérioriser dans mon existence. Voilà. D'accord. Et la mort vous fait peur? Pas du tout. Parce que? Parce que d'abord, j'ai horreur de ce mot. Je n'aime pas le mot mort. Pour moi, c'est ce que j'appelle un passage d'un stade à un autre que je crois sans hésiter meilleur. Donc c'est un passage. Mort, c'est affreux, quelle horreur. Et vous pensez donc, le jour où vous effectuerez ce passage, rencontrer Dieu? Vous y pensez, non? Mais, On vous souhaite que ce comment soit vous dans dire, très loin. Mais... c'est un peu énorme de rencontrer Dieu. Mettons que je pense qu'après le passage, je pourrais dire que j'ai fait un tout petit pas vers lui. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire quand vous vous retrouverez face à face avec lui? Je ne peux pas concevoir une telle chose. C'est trop immense. Je vous ai demandé, Michel, de nous apporter Oui. un petit bout de lecture. Très bien. Vous voulez que je vous lise maintenant? Volontiers. Il faut que Vous allez nous dire un peu ce que vous avez sélectionné avant quoi. Je vais vous dire. C'est ce que je considère le plus grand, beaucoup de mes compatriotes grecs aussi, le plus grand poète grec moderne. C'est un homme très curieux qui a vécu à Alexandrie dans les années 30, qui était un petit fonctionnaire gris comme ça, et qui écrivait des petits poèmes comme ça, et qu'on réonotypait, on le donnait à des copains. Et puis, en 1935, quelqu'un a dit « Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne réunit pas ces poèmes et qu'on le publie ?» Et les gens en sont restés comme ça. On dit c'est le plus grand poète du siècle. Marguerite Yourcenar en raffolait, elle l'a traduit de grec en français. C'est pas la traduction de Yourcenar. Comment Cavafi. K-V-A-F-Y. Et je vais vous lire un poème qui s'appelle Cierge. Vous voulez que je commence? Les jours de l'avenir se dressent devant nous comme une rangée de petits cierges allumés, petits cierges dorés, chauds et vifs. Les jours passés demeurent en arrière, mornes rangées de cierges éteints. Les plus proches exhalent encore leur fumée, cierges froids, fondus et recourbés. Je ne veux pas les voir, leur aspect m'attriste, et m'attriste le souvenir de leur première lueur. Devant moi, je fixe mes cierges allumés. Je ne veux pas me retourner pour ne pas voir avec effroi combien vite la file sombre s'allonge, combien vite se multiplient les cierges éteints. Voilà. Jolie allégorie du temps qui passe N'est-ce à travers pas? les cierges. On est dans une église avec des cierges quand même, Une même église si vous grecque. n'êtes pas très grec. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce poème-là, vous? Cette idée qu'il vaut mieux pas regarder en arrière. Ouais. Je n'aime pas regarder. Et puis cette mélancolie, moi je n'éprouve pas, je ne partage pas du tout cette mélancolie qu'a Cavafi. Je n'ai aucune nostalgie, j'ai aucune de rien, ni aucune mélancolie. De temps en temps, oui, je suis mélancolique, mais pas du passé. Pas du passé. Je trouve le présent et l'avenir tellement passionnants. Et vous Non. êtes toujours... mais tout à fait, si. Non, mais vous avez... je sais pas, les gens qui ont perdu leurs parents assez tôt, au contraire, ont tendance à... sans vouloir être caricatural, mais ont tendance à garder une certaine nostalgie d'un paradis perdu, quoi. Ah, Enfin, moi, pas du tout. vous avez écrit que vous auriez voulu, enfin, est-ce moi qui ai mal compris, Oui. que votre enfance ressemble à un ballet de Casse-Noisette. Oui. Casse-Noisette, c'est un peu l'enfance idéale, et c'était pas ça. Non, mais si vous voulez, j'ai trouvé tellement mieux après. Je n'ai pas eu de véritable famille, puisque je n'avais plus de parents, pas de frères et sœurs, mais je trouve tellement merveilleux la famille que j'ai fondée, j'ai fait, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Pour moi, je me dis tous les jours, mais quel bonheur d'avoir ça. Je veux dire, je me trouve un archi privilégié. Et ça, c'est aujourd'hui et demain, c'est pas hier. Comme mon travail m'intéresse, comme ma vie m'intéresse. Est-ce que vous priez malgré tout? Vous dites avoir une foi quand même qui est là. Oui, tous les jours. Vous priez tous les jours? Tous les jours. Avec mais si vous voulez, la prière est, je pense, plus large que simplement réciter les prières que vous avez apprises à l'école. C'est une notion un peu plus vaste. C'est d'ailleurs une notion qui me passionne parce que, vous savez, peut-être qu'on a fait des expériences tout à fait scientifiques
en Amérique principalement, et qu'on s'est aperçu que l'effet de la prière sur les maladies et sur la criminalité était tout à fait positif. C'est-à-dire, vous avez, en Amérique, à New York, on a mis des groupes de prière de 40 personnes dans une banlieue vraiment chaude, et on a vu que dans le quartier, la criminalité baissait. On a pris aussi dans des hôpitaux des malades du cancer. Les uns, bon, on les laissait chez eux, d'autres, on les prenait et le groupe de prière s'occupait d'eux et les phénomènes, enfin le cancer baissait aussi. Donc la prière, je vous répète, pour moi ce n'est pas seulement réciter Notre Père ou l'Ave Maria, je pense que c'est un envoi d'une énergie positive sur d'autres. Est-ce que c'est quand même malgré tout une relation, parce que là c'est de l'autre à l'autre, est-ce que c'est quand même malgré tout une relation avec une transcendance? Si on a le pouvoir d'envoyer un peu d'énergie positive sur quelqu'un qu'on aime bien ou où on veut, c'est bien parce qu'elle vous a été donnée par là-haut. Alors est-ce que vous priez avec l'objet qui se cache dans votre poche droite? Non. On pourrait peut-être le montrer. Vous voulez que je le montre? Volontiers. Alors ceci, c'est ce que... Vous voyez, voilà comment nous... En Grèce, nous jouons à ça. Vous jouez? Nous jouons parce que nous n'avons pas de prière. Nous n'avons pas de prière. D'accord. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de cette... Allez-y. Il y a des milliers d'années, en Arabie Saoudite, les vieillards se sont aperçus qu'en touchant l'ambre, c'était bon pour le rhumatisme. C'est de l'ambre? Non, c'est du corail noir. Donc, ils avaient fait ces chapelets en ambre et touchaient ça, comme ça, pour le rhumatisme. Arrive l'islam, et Mahomet s'empare de ça et met les noms d'Allah sur toutes les billes. Donc on récite les noms d'Allah. Premier, si vous voulez, la religion s'empare de là. Les croisés arrivent au Moyen-Orient, voient ça, se disent c'est une bonne idée, le ramènent et le font le rosaire. Nous, les Grecs, au milieu de tout ça, nous sommes les seuls qui n'avons pas de prière. Donc, on l'utilise comme, si vous voulez, comme ça, pour passe-temps. Et moi, je peux vous dire, et je suis ravi de le dire, si on m'écoute, parce qu'on peut faire la même chose, c'est que ça m'a énormément aidé à arrêter de fumer. Ah bon? Oui, parce que ça occupe les mains. Vous voyez, on joue comme ça, et donc on ne pense pas avoir une cigarette dans les doigts. Et vous l'emportez partout? Toujours. Toujours? Toujours. C'est mon porte-bonheur de ma femme qui nous l'a offert. D'accord. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui est venu dans ce siège rouge aussi de VIP, qui est Stéphane Bern, qui a une passion pour la Grèce, qui est un ami à vous, qui passe son temps aussi à, j'allais dire tripoter, je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est pas très joli. Voilà, constamment avec ça dans les... Mais il y a un aspect aussi que j'ai soigneusement caché parce qu'il est moins sympathique. C'est qu'il est très machiste, cet objet. Ah, je vous allez dire Stéphane Bern. Oh, le pauvre. Il est très machiste en ce sens que les femmes ne l'utilisent jamais en Grèce. C'est-à-dire, c'est l'homme qui va au café, moustachu, qui commande son café, qui joue ça pour montrer qu'il a le temps et l'argent de pouvoir être oisif. D'accord. Voilà. Et la femme, elle doit rester à la maison, s'occuper des enfants et de la cuisine. Donc, pas d'oisiveté et pas de ce chapelet de patience. Ah ben comme ça, c'est dit. Voilà. Quelle est la valeur qui vous semble essentielle pour vous aujourd'hui? L'humanité. C'est-à-dire, l'humanité. C'est avoir pour les autres le sens de l'humanité, la compassion, savoir écouter les autres, se pencher sur les autres et tâcher de les aider comme eux peuvent nous aider. Voilà. L'humanité dans les deux sens. Je veux dire, j'aime recevoir et j'aime tâcher d'en éprouver. C'est votre maman qui disait la vie n'est pas faite de plaisir, mais de devoirs accomplis dans la joie. Ça vous vient d'elle Oui, mais je n'aime pas, vous savez, je n'aime pas tellement le mot devoir, parce que ça donne un sens très strict, un peu comme ça, il faut faire ça. Je préfère le choix. Je choisis de faire quelque chose, je ne suis pas forcé de le faire. Parce qu'elle dit le devoir accompli dans la joie, c'est comme ça que vous l'interprétez? Oui. Et cette humanité, elle vous vient d'elle principalement? Oh, je ne sais pas si je l'ai pour l'amour du ciel. Ah j'aimerais en avoir. J'aimerais en avoir et c'est ce que j'aimerais le plus avoir. Oui, c'était quelqu'un de merveilleusement généreux. Mais elle me vient énormément aussi de ma femme. Ma femme est quelqu'un qui voit toujours le bon côté chez les êtres et qui en cela est une formidable leçon quotidienne. Parce que moi j'ai un caractère plus impatient et moins généreux qu'elle.
vis-à-vis des autres. Votre femme, on va donner son prénom quand même, Marina. Marina, puisqu'on en parle un peu comme Colombo parle de la sienne, mais Voilà. elle existe vraiment, Oui, oui. Marina. Pour revenir à l'humanité, c'est un mot qui a plusieurs sens. Oui. Finalement, il y a l'être humain, notre nature propre d'homme, il y a être humain, c'est-à-dire être généreux, il y a l'humanité, l'ensemble des hommes. C'est pas un mot anodin quand même. Je sais, mais si vous voulez, c'est aussi lié à une chose, qui n'est pas tout à fait la même notion de compassion que j'avais avant. Mais je pense aussi que l'être humain a besoin d'être, comment vous expliquer, a besoin de découvrir toutes ces possibilités. L'être humain n'utilise qu'une toute petite partie de ses facultés. Il en a beaucoup plus, qu'il n'a pas découverte encore. Et mon idée d'humanité, c'est aussi ça. J'aimerais d'abord découvrir les miennes, c'est-à-dire découvrir les possibilités d'un être humain à travers moi, puisque je suis mon cobaye, et aussi peut-être aider un peu à les faire découvrir aux autres. Voilà, c'est une si vous voulez, c'est pas, une belle quête. Hein. Je m'en occupe pas du matin au soir, mais que je suis ça, mais convaincu que l'être humain ne connaît pas un dixième de ses possibilités. Quelle est la personne qui incarne pour vous cette valeur de l'humanité ? Une grande personnalité, vous savez, ça, on revient toujours au même. J'ai rencontré Mother Teresa, c'est vrai. Mère Teresa, oui, on ne se trompe pas. Là. On ne se trompe pas. Ce que je veux dire, c'est que c'était l'humanité, la compassion, telle que je la conçois, que je l'admire, c'est-à-dire non pas très comme ça, au contraire, pleine de vitalité, d'humour. Elle était très amusante. Elle avait des réflexions très, très rapides, elle avait un esprit vif, c'est ça. Elle aimait la vie, voilà. Vous restez dans les valeurs et les principes. Quels sont les quelques principes, si on doit en dégager 3, 4, qui régissent, vous, votre vie ? Oh là là, ça, vous m'en posez des questions. J'attends les réponses. Quel principe ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'essaie de donner des lignes directrices éventuellement. Mais c'est pas, si vous voulez, ce n'est pas tellement des principes, c'est une ligne directrice dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, tout de même, m'occuper de ce que j'aime, non ? De m'occuper de ma spiritualité, de m'occuper de ce que j'aime et de m'occuper de mon travail. Voilà. Ah ben voilà. Alors on va poursuivre et terminer l'émission avec toute une série de petites questions. D'accord. Une sorte de questionnaire à la Proust, à la Pivot, au choix. D'accord. À la Dancourt en tout cas. Avec des questions qui n'ont pas beaucoup de rapport entre elles. Hein. Donc je vous laisse répondre et puis éventuellement commenter quand vous pensez que ça nécessite un commentaire. Michel de Grèce, quel est votre péché mignon ? Les charcuteries. Oui, c'est ma passion. Et oui, je n'ai pas Alors, j'aimais beaucoup. Vous savez qu'au début, il y a quelques années, je crois, le salon du livre se tient par ici, porte de Versailles. Oui, mais au début, il y a une dizaine d'années, il se trouvait que c'était à la même époque, dans le même parc, mais un peu différent, du salon de la charcuterie. En même temps que le salon du livre. Alors, c'est la seule façon, c'est le seul moment où j'étais au salon du livre. Parce qu'évidemment, j'allais immédiatement au salon de la charcuterie. Bon, question plus éthérée peut-être. Que voyez-vous depuis votre fenêtre ? Ce que je vois en réalité. Oui. En Grèce, je vois la mer. D'accord. Voilà. À Paris ? Des arbres. Et ce que vous voyez dans... Alors pas en réalité cette fois-ci, dans votre imaginaire Le ciel. Là, ça marche pour Paris et pour la Grèce. Voilà. Et quelle est votre vue préférée, justement ? Celle que j'ai en Grèce. Parce que nous avons une maison dans l'île de Patmos. Bon, c'est une île assez austère, mais elle offre 2 luxes, pour moi, incomparables. La lumière et la vue. Et nous avons une maison très haute et j'ai devant moi, c'est une maison de village très modeste, mais de ma terrasse, j'ai 100 km de mer et d'îles en éventail devant moi. Et pour moi, c'est la chose la plus belle que je connaisse au monde. On sent que la Grèce, vous l'avez, comme on dit, dans la peau. Enfin, elle vous habite. Oui, elle me manque. Même en ce moment où je vous en parle, ça me manque beaucoup. Elle vous apporte quoi, cette île de Patmos et cette Grèce ?
D'abord, je vous dis, les gens me stimulent et m'amusent du matin au soir. Parce que la Grèce... Ça sont les Grecs. Les Grecs, c'est un théâtre merveilleux. Du matin au soir. Ils sont très sincères et très honnêtes, mais on aime aussi jouer. Donc le théâtre grec, pour moi, m'enchante du matin au soir. Mais le moindre incident devient une pièce de théâtre et merveilleusement jouée. Bon. Et puis la nature, c'est... Bon, je ne veux pas le dire ici parce que je ne suis pas dans mon pays ni devant mes confrères. Je crois que c'est un des plus beaux pays du monde, sinon le plus beau pays du monde. Je reviens d'Inde et mon avion, que j'aime beaucoup, j'étais là il y a 4 jours, et mon avion survolait l'archipel grec. Je me dis, d'accord, l'Inde c'est magnifique, mais là, on voit là-dessous. Donnez-moi un parachute. Donnez-moi, c'est encore plus beau, voilà. Bon, j'allais vous demander quel est le lieu qui vous ressemble. Je ne sais pas si ça me ressemble, mais c'est le lieu que je préfère. Je ne sais pas, c'est une question qui m'intrigue beaucoup. Est-ce qu'un lieu me ressemble? Je ne sais pas. Parce que vous avez voyagé dans le monde entier quand même. Pas mal. Il y a beaucoup de pays où je n'ai pas été. À la fois par le sang royal et puis votre métier d'écrivain, on voyage beaucoup. Et pour des recherches, beaucoup. Et le pays qui vous attire, dans lequel vous n'êtes pas allé, ce serait quoi? La Chine, je ne connais pas. Gros morceau. Gros morceau en train de se développer, il faut y aller. Oui, oui. Y a-t-il un endroit justement que vous avez détesté? Vraiment, vous ne retournerez jamais? Il y a des endroits que je n'ai pas aimés. Mais comme je me dis toujours, peut-être que si j'y reviens, ça va être mieux que ça n'était. Peut-être. Mais de me dire, non, je ne vais jamais remettre les pieds là. C'est pas vous, ça? Non. Alors, quel est l'endroit qui vous a moyennement intéressé, on va dire? Un pays, un endroit, je ne devrais pas le dire, parce que vous voyez, je vais être injuste. Je n'ai pas beaucoup aimé la Sardaigne, alors que j'aime beaucoup l'Italie. Voilà, c'est un exemple. Voilà, ça m'amuserait de revenir en Sardaigne pour voir si j'avais vraiment raison ou si j'avais tort. Voilà. Avez-vous un mauvais goût, vous pouvez nous avouer? Oui, j'aime beaucoup l'art rococo turc et égyptien que tout le monde trouve monstrueux et dont je raffole. Ces palais avec des dorures extravagantes et tout le monde dit mais c'est affreux, tout ça, moi je raffole. Avec des canapés qui ont 10 mètres de long, avec des angelots dans tous les sens, des damas, c'est lourd, c'est grouillant, c'est voilà. Et votre femme qui est artiste, elle en pense quoi? Je trouve ça affreux. Non, non, non. Voilà. Ce n'est pas meublé comme ça chez vous? Non, non, hélas. Quel est votre truc contre le stress? Quand j'ai un coup de stress, un bain chaud avec une huile parfumée et à déguster des catalogues de vente aux enchères. Ça, c'est parfait. Voilà. Et puis quand même, le chapelet que vous tripotez depuis tout à l'heure... Non, ça, c'est pas pour le stress. Ça, c'est pour la patience. Ah, pardon, ce n'est pas la même chose. Non, 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 non. Il ne faut pas tout mélanger. Excusez-moi. Et quel est le livre que vous aimez offrir? Généralement, le dernier qui m'a plu à la lecture. Ah oui, c'est pas toujours le même. C'est pas toujours le même. Quand je lis un livre qui vraiment m'enchante, j'ai tout de suite envie de dire ah ben voilà, je vais l'offrir, il faut lire ça et voilà. Ce serait quoi le dernier? J'ai lu en Inde le dernier livre de Pierre Combesco qui s'appelle Faut-il brûler la Gaëlie Guy. Je trouvais génial, ça m'a enchanté. Et je me dis, voilà quelqu'un presque dont j'envie l'écriture. Ça ne m'arrive pas souvent. Vrai? Oui, parce que c'est très très bien écrit. Ami du prince Michel de Grèce, attendez-vous donc à recevoir le dernier Combesco. De quoi sont composés vos jours de joie secrète? D'abord, pas en ville, à la campagne. Ça peut être en Grèce, pas seulement. Paix, silence, pas de téléphone, des très bons livres, des enfants, beaucoup d'enfants, ceux que je connais, ceux que j'aime, et un contact avec la nature, marcher. Mais je pense la nature chez nous, oui, parce qu'il y a la mer. La mer, pour moi, est indispensable. Qu'est-ce que ça représente, le contact avec les enfants, pour vous? Ben, c'est un peu ma marotte, les enfants. Parce que je pense que, de nouveau, on ne les connaît pas très bien. Je ne pense pas qu'on sache très bien ce qu'ils sont. On croit que parce qu'ils font areux, ils sont idiots, c'est pas du tout ça. Je crois qu'ils sont très sensibles, qu'ils ont, par exemple, dans le domaine de la parapsychologie, des possibilités beaucoup plus grandes que nous adultes. Ça, c'est bien connu. Ils sentent les choses beaucoup plus que nous.
ils ont une énergie positive tellement forte que je la ressens à leur contact. Je pense aussi qu'ils ne se laissent tromper par rien ni personne, alors que nous, on nous trompe ou on nous mène en bateau comme un rien. Pas eux. Que ce sont des êtres indépendants, beaucoup plus solides qu'on ne croit. Solides, pas physiquement, en effet, ils sont frêles, mais ils sont très solides psychologiquement. Et je trouve que ce sont des êtres passionnants. Et je les adore. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de vraiment déterminant dans la vie que vous aimeriez léguer, par exemple, à vos 2 petits-fils? Eh bien, à aimer et à respecter la vie. Et à respecter. C'est un don merveilleux que nous avons, d'avoir la vie. Eh bien, il faut l'aimer et la respecter. Et elle vous aimera. Alors, votre vie, Michel Degresse, est-ce que la vie que vous menez était bien celle que vous vouliez? Ah oui, tout à fait. Bon, évidemment, il y a même pas, non. Je peux dire que oui. Je peux dire que oui, même si je cherche en farfouillant dans les fonds de tiroir, oui, je mène la vie que je souhaitais. Et donc, je suis très content. Vous avez un rêve inachevé? D'abord, j'aimerais achever ce que j'ai envie d'achever, mais si vous voulez comme détail, j'aimerais les voyages. Il y a encore tant... Je ne fais que commencer. Pardon. Je ne fais que commencer. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais aller, où je n'ai pas été. Voilà. Donc votre grand rêve, c'est surtout continuer de découvrir... De découvrir des lieux que je ne connais pas. Voilà. Cette émission se termine déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, à part cette envie de voyage évidemment, mais qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à court terme, à moyen terme, à long terme? Si je veux être sérieux, pour finir, je voudrais que vous ou Dieu ou quiconque par la prière me donne la force de faire ce que je dois faire. Voilà. La force de faire ce que vous devez oui. faire. Il y a une notion de devoir dans ce que vous venez de dire. Voilà, nous y revenons. Nous y revenons. Vous voyez que votre éducation, oui. malgré tout, vous porte vers Non, mais les vous avez devoirs. compris. Je n'ai pas le mot devoir. En fait, c'est un peu ça. Et voilà. Donc vous donnez la force de faire ce que vous devez faire. Donc je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire. J'espère que j'aurai la force. Voilà. Eh ben, on vous le souhaite aussi. On vous remercie beaucoup d'être... C'est moi qui vous remercie. Partager de votre vie dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.